Les écrans radars se sont complètement éteints. Je ne vois plus rien. Aéroport de Paris-Charles de Gaulle. En pleine nuit, sous un déluge de pluie, les contrôleurs aériens les plus expérimentés avaient tous baissé les bras. C'est à cet instant précis qu'une seule personne a tendu la main vers le micro de la radio. C'était une nouvelle recrue, une jeune femme française que, jusqu'à présent, personne n'avait jamais vraiment prise au sérieux. Mais à cet instant, chaque mot qui sortit de sa bouche devint la seule et unique chance de sauver la vie de 3 personnes et le dernier espoir d'une 4e. L'épisode d'aujourd'hui est l'histoire de Chloé Dubois. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Où êtes-vous et que faites-vous en écoutant cette histoire? Sur le chemin du travail, en faisant le ménage? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais aussi entendre vos histoires. Le service de nuit à la tour de contrôle de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle commence toujours dans une tension feutrée. L'un des plus grands hubs d'Europe, qui voit des centaines d'avions défiler le jour, c'était après 23 heures. Seuls les avions cargo et les transports médicaux d'urgence fendent alors l'obscurité. À l'intérieur de la tour, des dizaines d'écrans clignotent et, de temps à autre, la voix grave d'un pilote résonne dans les radios. Les contrôleurs de nuit qui travaillent ici sont tous des vétérans avec plus de 15 ans d'expérience. Ce sont des experts reconnus par la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, et ils ont une confiance absolue en leur expérience et leur jugement. C'est dans cette tour qu'il y a 3 mois, une nouvelle contrôleuse a été affectée. Elle s'appelait Chloé Dubois. Âgée de 34 ans, Chloé avait brillamment réussi le concours exigeant de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Son niveau de français était évidemment parfait et elle avait obtenu des notes proches de la perfection aux examens théoriques de contrôle aérien. Sur le papier, Chloé était un talent indéniable. Mais la réalité de la tour de contrôle de CDG était tout autre. Dès son premier jour, le regard de ses collègues masculins fut froid et rempli de méfiance. Le chef de la tour, Stéphane, un homme d'une 50aine d'années, était un vétéran qui veillait sur cette tour depuis plus de 25 ans. Dès l'instant où il vit Chloé, il ne cacha pas son expression de contrariété. « J'ai entendu dire que vous travaillez à Toulouse. Les procédures à Paris sont complètement différentes. Votre expérience là-bas ne vaut rien ici. Vous allez devoir tout réapprendre depuis le début. » Les premiers mots de Stéphane ne furent pas un accueil, mais une mise en garde. Sa voix était teintée d'un léger mépris, et les autres collègues la regardaient avec la même froideur. Marc, approchant la quarantaine, a ricané en voyant son badge. Chloé Dubois, c'est un joli prénom. J'espère que vous êtes aussi solide qu'il est délicat. Ce n'est pas un métier pour les âmes sensibles. Chloé répondit par un sourire forcé. Elle s'était attendue à cette situation. Elle connaissait bien les préjugés qu'une femme pouvait rencontrer en entrant dans le milieu très conservateur et masculin de l'aéronautique. « Vous pouvez m'appeler Chloé, ça ira très bien. » Malgré sa réponse calme, Marc haussa les épaules et lui tourna le dos. Son attitude était claire. Il n'avait aucune intention de s'occuper d'une nouvelle. Chloé prit une profonde inspiration. Mentir serait de dire qu'elle n'était pas blessée, mais elle avait déjà appris à gérer ce genre de situation, ne pas montrer ses émotions et faire son travail en silence. C'était la voie qu'elle avait choisie. La période de formation commença. Normalement, un nouveau contrôleur passe entre 4 et 6 mois sous la supervision d'un aîné pour apprendre les ficelles du métier. Durant cette période, la recrue doit suivre toutes les instructions, mémoriser les procédures détaillées et les manuels d'urgence. Pour un aéroport international majeur comme CDG, la formation se devait d'être rigoureuse. Cependant, la formation assignée à Chloé était purement formelle et dénuée de toute sincérité. Stéphane la faisait asseoir à côté de lui et ne lui expliquait que les procédures radio de base. Les aspects cruciaux, comme la gestion des situations d'urgence complexes ou le contrôle de plusieurs avions simultanément, n'étaient jamais abordés. Il préférait discuter à voix basse en français avec ses autres collègues ou répondre avec agacement aux questions de Chloé. Tout ça, c'est dans le manuel, étudié seul. Lorsque Chloé posait une question sur un cas concret, Stéphane répondait avec sarcasme. « Vous avez eu de si bonnes notes à l'examen, non? Vous devriez pouvoir comprendre ça toute seule. Ou alors on ne vous apprend pas les mêmes choses à Toulouse.
Son ton laissait transparaître un dédain pour les systèmes de province. Chloé encaissait ces remarques sans jamais changer d'expression. Les autres collègues n'étaient pas différents. Thomas, la quarantaine, demandait à Chloé de faire le café ou de classer des documents, des tâches sans aucun rapport avec le contrôle aérien. « Une nouvelle, ça apprend commençant par le bas », disait-il. « Il faut s'habituer à l'ambiance de la tour. Le système parisien est différent de celui de Toulouse. » Chloé acquiesçait en silence et s'exécutait, mais son regard restait déterminé. Un après-midi, la tour était animée comme d'habitude. Stéphane était à son poste, communiquant avec un avion en attente d'atterrissage, et Chloé observait silencieusement les écrans à côté de lui. C'est alors que Marc s'approcha de Stéphane en riant. « Alors Stéphane, ce week-end dans le vignoble bordelais, c'était bien? Tu t'es bien amusé ?» Stéphane répondit en souriant. « C'était super. J'y suis allé avec la famille. Les enfants ont adoré. Je pense y retourner le week-end prochain. Tu veux venir ?» Les deux hommes discutaient et riaient en plein service. Puis, Marc jeta un regard en coin à Chloé et dit « Mademoiselle Dubois, vous avez déjà été à une fête du vin ?»« Ah, peu. Être que vous n'en faites pas à Toulouse. Quoique, ce n'est pas comparable au vin de Bordeaux, bien sûr. » Chloé le fixa un instant avant de répondre calmement. « Oui, j'y suis déjà allé. J'ai même visité Saint, Émilion. La culture du vin en France est vraiment magnifique. » Marc laissa échapper un petit rire et se détourna. Son attitude était claire. Ce que Chloé disait ne l'intéressait pas. Chloé ne dit rien. À la place, elle ouvrit son carnet et se replongea dans la révision des réglementations aériennes françaises. Son carnet était rempli de dizaines de procédures d'urgence, avec des annotations en français et en anglais pour chaque étape. Les sections sur les vols de nuit et les atterrissages par mauvais temps étaient surlignées à plusieurs reprises. Stéphane la regarda du coin de l'œil et marmonna « Elle étudie bien, mais le terrain, ça ne s'apprend pas dans les livres. Surtout le contrôle à Paris, tout est une question d'expérience. La théorie ne sert à rien. » Ces mots étaient empreints d'une légère moquerie. Chloé entendit, mais ne réagit pas. Elle continua simplement à étudier. Elle savait que pour être acceptée ici, elle devait faire ses preuves par ses compétences, pas par des mots. Et elle savait que cette occasion se présenterait. Pendant 3 mois, Chloé fut traitée comme un fantôme dans la tour de contrôle. Ses supérieurs ne lui confiaient aucune tâche importante et ne lui demandaient jamais son avis lors des réunions d'équipe. Elle se contentait de s'asseoir dans un coin, d'observer les moniteurs et de consigner les communications radio. Mais Chloé n'a jamais abandonné. Chaque jour, elle se levait à 5 heures du matin pour étudier le droit aérien français. Après le travail, elle se rendait dans un aéroclub voisin pour observer de près le cockpit des petits avions et en apprendre la structure. Le week-end, chez elle, elle lançait son simulateur de vol et s'entraînait des dizaines de fois à l'atterrissage de nuit à l'aéroport de Charles de Gaulle. Chloé avait un secret que personne ne connaissait. Elle n'était pas une simple contrôleuse débutante. Chloé avait travaillé pendant 10 ans chez Airbus, à Toulouse, en tant qu'experte en formation sur simulateurs de vol. Elle maîtrisait plus de 30 types de simulateurs, du Boeing 747 à l'Airbus A3, 150 en passant par divers petits avions. En tant que spécialiste de la formation aux situations d'urgence, elle avait formé des centaines de pilotes. Son domaine de prédilection était le vol de nuit et l'atterrissage par mauvais temps. Elle avait mené des milliers de simulations d'atterrissage d'urgence dans le brouillard, sous des pluies diluviennes et par vent de travers, et avait formé des pilotes à faire face à presque tous les types de pannes. Mais Chloé n'avait parlé de cela à personne. Elle voulait commencer une nouvelle vie à Paris et prouver sa valeur par ses compétences, sans s'appuyer sur son expérience passée. Elle pensait que si elle mettait en avant son expérience à Toulouse, les gens ne la reconnaîtraient pas pour ce qu'elle était, mais seulement pour son CV. Chloé voulait être reconnue pour ses véritables capacités. Elle voulait repartir de zéro et gravir les échelons par elle-même. Aujourd'hui encore, Chloé était assise dans la tour, faisant son travail en silence. 22 heures, le début du service de nuit. Stéphane, comme à son habitude, tenait le micro et donnait les autorisations d'atterrissage aux avions cargo. Dehors, des nuages noirs s'amoncelaient.
La météo prévoyait de fortes pluies torrentielles sur la région parisienne cette nuit. Mais pour ces contrôleurs chevronnés, ce genre de temps était une routine. C'était une nuit paisible. Personne ne se doutait que, seulement 1 heure plus tard, cette tour de contrôle tout entière serait confrontée à un choix entre la vie et la mort. Et qu'à cet instant, une nouvelle recrue que tout le monde ignorait allait tout changer. Chloé regarda les nuages noirs par la fenêtre et tourna une page de son carnet. Sur cette page, sous le titre « Procédure d'atterrissage d'urgence par mauvais temps », des lignes de texte denses étaient écrites. Elle les relut une fois de plus, comme si elle pressentait quelque chose. À 23h15, la tranquillité de la tour fut brisée par un appel radio. Un grésillement aigu retentit dans le casque de Stéphane, suivi de la voix faible d'un homme. Tour de Charles de Gaulle. Ici, Fox Golf Hotel Lima Mike, le pilote. Crise cardiaque. La communication se coupa. Stéphane se redressa aussitôt et dit dans le micro « FGLM, ici la tour de Charles de Gaulle. Répétez s'il vous plaît. Précisez votre situation. » Mais il n'y eut aucune réponse. Seul le grésillement remplissait le casque. Stéphane fronça les sourcils et appela « FGLM, répondez. Signalez votre état actuel. » Toujours le silence. L'atmosphère dans la tour s'alourdit en un instant. Marc et Thomas levèrent la tête de leur poste et fixèrent Stéphane. Chloé aussi avait détourné les yeux de son moniteur et écoutait attentivement la radio. Son regard était déjà devenu perçant. Stéphane vérifia l'écran radar. FGHLM était un Cessna 172, un monomoteur léger, volant actuellement à 2500 mètres d'altitude, à environ 40 km au sud de Paris. Sa trajectoire était normale, mais la perte de contact radio signifiait un problème grave. FGHLM, répondez sur la fréquence d'urgence. Êtes-vous en détresse? La voix de Stéphane était tendue. C'est alors qu'une voix totalement inattendue se fit entendre à la radio. Ce n'était pas un homme, mais une femme, la voix tremblante. Tour de Charles de Gaulle. Je suis une passagère. Le pilote. Le pilote s'est effondré. Il s'est tenu la poitrine et il est tombé. Il ne bouge plus. Je ne sais même pas s'il respire. La tour entière se figea. Stéphane écarquilla les yeux et rapprocha le micro. Marc et Thomas se levèrent brusquement et s'approchèrent du poste de Stéphane. Chloé ne bougea pas de sa chaise, mais sa main avait déjà ouvert son carnet. Cessna 172. Elle connaissait cet avion. Stéphane, d'une voix aussi calme que possible, demanda « Madame, restez calme. Écoutez-moi attentivement. Quel est votre nom? Je m'appelle Claudia. Claudia Moreau. Je suis infirmière et nous transportons un organe pour une greffe avec un médecin. Un patient en urgence nous attend. S'il vous plaît, aidez-nous. » Le visage de Stéphane se crispa davantage. Transport d'organes. Ces mots signifiaient une contrainte de temps. Si le Golden Time était dépassé, la vie du patient était également en danger. Claudia, écoutez-moi bien. Je suis Stéphane, le contrôleur aérien. Suivez exactement mes instructions. D'abord, vérifiez l'état du pilote. Respire-t-il? De l'autre côté de la radio, on entendit la voix sanglotante de Claudia. Elle répondit en pleurant « Son pouls. Je ne trouve pas son pouls. Il est complètement inconscient. Il ne respire plus, je crois. » Stéphane prit une profonde inspiration. Des perles de sueur commençaient à se former sur son front. Le pilote, ayant succombé à une crise cardiaque, signifiait que l'avion était sans pilote. Même si le pilote automatique était enclenché, il ne pourrait pas gérer un atterrissage ou une situation d'urgence. « Claudia, combien y a-t-il d'autres passagers dans l'avion? Quelqu'un a-t-il une expérience de pilotage? Nous sommes 3, moi, le médecin et un technicien médical. Mais personne ne sait piloter. Nous sommes juste du personnel médical. C'est la première fois que nous prenons l'avion. » La voix de Claudia était pleine de désespoir. Stéphane serra le poing. 3 vies, plus celle du patient attendant l'organe qu'il transportait. 4 vies reposaient maintenant entre ses mains. Marc posa une main sur l'épaule de Stéphane et dit à voix basse « Stéphane, elle dit qu'ils n'ont aucune expérience de pilotage. C'est impossible. »
Stéphane hocha la tête et se tourna de nouveau vers le micro. « Claudia, regardez le tableau de bord. Vous devriez voir plusieurs instruments. Je vais vous les expliquer un par un. Suivez-moi lentement. » Mais la voix de Stéphane manquait d'assurance. Il savait à quel point il était insensé d'apprendre à atterrir à quelqu'un qui n'avait jamais piloté. Thomas, tapant sur son ordinateur, dit « FGLM est un Cessna 172 Skyhawk, un monomoteur 4 places. C'est un modèle d'il y a 15 ans. » Stéphane acquiesça et passa immédiatement à l'action. « Marc, trouve-moi immédiatement une liste de pilotes ayant de l'expérience sur Cessna 172. » Thomas, contacte d'urgence le fabricant Cessna. Nous avons besoin d'un manuel et de l'aide d'un expert. Les deux hommes se mirent aussitôt en mouvement. Marc prit le téléphone et commença à contacter les aéroclubs et les compagnies aériennes des environs. Thomas cherchait sur son ordinateur les coordonnées d'urgence du siège de Cessna. Mais le temps passait. L'avion volait vers le sud à 200 km/h et son carburant était limité. De plus, le golden time de la greffe d'organes approchait à grands pas. Dehors, les gouttes de pluie commençaient à tomber. Comme prévu par la météo, un déluge commençait. Stéphane s'adressa de nouveau à Claudia. « Claudia, asseyez-vous d'abord à la place du pilote. Je vais vous apprendre les bases pour maintenir l'altitude. Suivez lentement mes instructions. » Maintenir l'altitude? Est-ce que je peux le faire? Je n'ai jamais. Vous pouvez le faire. Claudia, vous êtes infirmière. Vous avez appris à garder votre sang-froid en situation d'urgence. Ne pensez pas à l'atterrissage pour l'instant. Concentrez-vous uniquement sur le maintien de la stabilité de l'avion. Claudia répondit d'une voix tremblante. D'accord. Je suis assise à la place du pilote. Il y a tellement d'instruments. Que dois-je faire? Stéphane mobilisa ses 25 ans d'expérience pour expliquer à Claudia les bases du maintien d'altitude. Comment tenir légèrement le manche, comment vérifier l'horizon artificiel, comment lire l'anémomètre. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. Chloé était toujours assise à sa place. Mais ses yeux suivaient chaque action de Stéphane et ses mains bougeaient rapidement sur son carnet. Cessna 172 Skyhawk. Elle connaissait ce modèle. Non, ce n'était pas juste une connaissance. Chloé avait enseigné le manuel des procédures d'urgence de ce modèle des centaines de fois et avait supervisé des milliers d'atterrissages d'urgence sur simulateur. L'atterrissage de nuit sous une pluie battante était sa spécialité. Suivant les instructions de Stéphane, Claudia prit le manche et l'avion se stabilisa momentanément. Mais ce n'était qu'un pansement. Claudia était toujours en état de panique et sa voix trahissait une peur grandissante. « Monsieur le contrôleur, je n'y arriverai pas. Mes mains tremblent terriblement. Je vois des traînées de pluie sur le pare-brise. Je ne vois rien. Est-ce qu'on va mourir comme ça? Et le patient? Qu'adviendra-t-il du patient ?» Le cri de Claudia emplit la tour de contrôle. Stéphane se mordit la lèvre. Il ne savait pas quoi dire. Marc raccrocha le téléphone et secoua la tête. Impossible de trouver un pilote de Cessna 172 disponible à cette heure. Ils sont soit en vol, soit injoignables. Thomas, les yeux rivés sur son écran, affichait une mine désespérée. Le siège de Cessna est fermé. J'ai appelé le numéro d'urgence, mais c'est un message automatique. Ce vieux modèle n'a même pas de manuel numérisé. Un lourd silence s'abattit sur la tour. Stéphane regarda l'écran radar. L'avion continuait de voler vers le sud et compte tenu de sa vitesse et de son carburant, il serait à sec dans environ 30 minutes. 30 minutes. Il ne restait que 30 minutes pour sauver 3 vies et le dernier espoir d'un patient. Et maintenant, le déluge commençait. Les pleurs de Claudia résonnaient à la radio. « S'il vous plaît, aidez-nous. Le docteur est en train de prier. Nous vraiment. » Stéphane serra le poing. La sueur coulait sur son front et ses mains tremblaient légèrement. En 25 ans, il avait géré de nombreuses situations d'urgence, mais une situation aussi désespérée était une première. Une personne sans aucune expérience de pilotage, une pluie diluvienne de nuit, une contrainte de temps, toutes les conditions étaient les pires possibles. Il voulut ouvrir la bouche pour parler dans le micro, mais aucun mot ne sortit.
C'est à ce moment-là que Chloé se leva de son siège. Stéphane faisait de son mieux. Il expliquait à Claudia les mouvements de base du manche et la guidait patiemment pour maintenir l'avion à l'horizontale. Claudia, tenez le manche légèrement avec les deux mains. Ne serrez pas trop fort, comme si vous teniez un oiseau, doucement. Et regardez l'instrument rond, au centre du tableau de bord, l'horizon artificiel. Le bleu est en haut, le marron en bas. Bougez le manche très légèrement pour que la ligne reste horizontale. La voix tremblante de Claudia se fit entendre. « Je le tiens, mais l'avion n'arrête pas de trembler. Le vent est trop fort. » Sur l'écran radar, la trajectoire de l'avion oscillait de manière instable. Le déluge avait commencé pour de bon, créant des turbulences. Stéphane essuya la sueur de son front et continua de la guider. « C'est normal qu'il tremble avec le vent. N'essayez pas de bouger le manche brusquement, corrigez lentement et doucement. » Mais Claudia paniquait de plus en plus. « Je n'y arrive pas, il y a trop d'instruments, je ne sais pas lequel regarder. Et dehors, je ne vois rien dehors, juste des traînées de pluie. » Marc reprit le téléphone, mais son expression s'assombrit encore. Il appela plusieurs endroits, mais en vain. À cette heure tardive, les pilotes chevronnés étaient tous chez eux ou injoignables. Un expert de Cessna contacté se trouvait à Munich et mettrait plus d'1 heure à arriver. « Stéphane, c'est inutile. Personne ne peut arriver à temps. Le plus rapide mettra au moins 1 heure. » Thomas secoua également la tête devant son ordinateur. Pas de manuel en ligne non plus. Le Cessna 172 est un modèle trop ancien. Il n'y a pas de documentation numérique. La ligne d'urgence du fabricant ne donne qu'un message automatique. Stéphane laissa échapper un profond soupir. Il se reconcentra sur Claudia. « Claudia, maintenant l'altimètre. Regardez l'altimètre. Le chiffre indiqué par la grande aiguille. 2000. Non, ça descend à 1900 maintenant. » La voix de Claudia devint plus aiguë. Thomas, qui regardait le radar, cria « L'altitude chute. Il perd 50 mètres par minute. » Stéphane ordonna rapidement « Claudia, tirez doucement le manche vers vous. Juste un peu. Il faut redresser le nez. Tirez? Combien? Doucement, très doucement. » Mais Claudia était terrifiée et ses mouvements étaient imprécis. L'avion pencha d'un côté, puis de l'autre. L'altitude continuait de chuter. 1900 mètres, 1800 mètres. Marc dit d'une voix tendue « Stéphane, ça ne marchera pas. Il est impossible pour quelqu'un sans expérience de piloter de nuit sous un orage. Peu importe nos explications, elle n'arrive pas à sentir l'avion. » Thomas, regardant l'horloge, ajouta « Le temps est aussi un problème. Il ne reste que 20 minutes pour la greffe et environ 30 minutes de carburant. À cette vitesse, même s'il arrive à CDG, il ne pourra même pas tenter d'atterrir. » Stéphane fixa l'écran radar. La position de l'avion, sa vitesse, son altitude, son niveau de carburant, tous les chiffres lui envoyaient un message de désespoir. À ce rythme, il était plus probable que l'avion s'écrase en vol plutôt que d'atterrir. Les sanglots de Claudia continuaient de résonner à la radio. « Monsieur le contrôleur, je n'y arrive vraiment pas. Mes mains tremblent trop. Le docteur parle du patient. C'est une petite fille. Elle n'a que 12 ans. Si elle ne reçoit pas cet organe, elle ne survivra pas. Si nous mourons, elle mourra aussi. S'il vous plaît, faites quelque chose. » Ces mots rendirent l'atmosphère de la tour encore plus pesante. 3 membres du personnel médical et une fillette de 12 ans attendant l'organe qu'ils transportaient. 4 vies étaient en jeu à cet instant. Stéphane frappa la table du poing. En 25 ans, il avait fait atterrir en toute sécurité d'innombrables avions. Il avait géré des situations d'urgence à plusieurs reprises. Mais une telle situation, jamais. Pas d'expérience de pilotage, pluie diluvienne de nuit, contrainte de temps et un transport d'organes vital. Marc proposa une autre possibilité. « Stéphane, et si on demandait un hélicoptère de l'armée pour faire descendre un pilote ?»« Impossible », répondit immédiatement Thomas. « S'approcher en hélicoptère sous cette pluie est trop dangereux, et la porte d'un petit avion est trop petite pour une infiltration aérienne. On n'a pas le temps. » Stéphane essaya de penser à une autre solution, mais son esprit était vide. Il continua de conseiller Claudia, mais sa voix perdait peu à peu de son assurance.
Claudia, essayez de pousser un peu la manette des gaz. Il faut augmenter la puissance du moteur. La manette des gaz, où ça? Le levier noir à côté du manche. En le poussant vers l'avant, la puissance augmente. Celui-ci, je le pousse. Soudain, un bruit assourdissant retentit à la radio. Le bruit du moteur augmenta brusquement et l'avion prit de l'altitude en piqué. « Trop fort! Tirez en arrière !» cria Stéphane. Mais Claudia était déjà en panique. Sur le radar, on voyait l'avion monter en flèche, puis redescendre brusquement. Un vol instable comme des montagnes russes. Non, non, l'avion devient fou. Les cris de Claudia emplirent la tour. En arrière-plan, on entendait aussi les gémissements des autres membres du personnel médical, secoués par les manœuvres brusques. Stéphane, le micro à la main, ferma les yeux. Ses mains tremblaient. Marc et Thomas se turent. Ils savaient tous que c'était la fin, que par cette méthode, il était absolument impossible de faire atterrir cet avion. Stéphane s'apprêta à reposer lentement le micro. Son visage était empreint d'un profond désespoir. Marc dit à voix basse, « Stéphane, il n'y a vraiment plus rien à faire. » Thomas secoua la tête. Même si on lui dit de tenter un atterrissage d'urgence, dans cet état, elle ne pourra même pas s'approcher d'une piste. Il s'écrasera avant. Stéphane fixa l'écran radar. L'avion volait toujours de manière instable et son altitude continuait de chuter. 1100 mètres, 20 minutes de carburant, 15 minutes pour la greffe. Tout allait vers la fin. La voix de Claudia se fit de nouveau entendre à la radio, mais cette fois, ce n'était plus des pleurs, mais une voix proche de la résignation. Tour de contrôle. Nous ne tiendrons plus. Le docteur appelle la famille du patient pour un dernier adieu. Et nous aussi, à nos familles. En même temps que ces mots, on entendit en arrière-plan la voix tremblante d'un homme. Le médecin parlant au téléphone à la famille du patient. « Je suis désolé. Nous avons fait de notre mieux, mais nous allons manquer le créneau. » Stéphane ferma les yeux. Son poing tremblait et son visage était marqué par une profonde douleur. En 25 ans, il avait cru en son expérience et son jugement. Il était un vétéran, un expert, et avait guidé en toute sécurité d'innombrables avions. Mais à cet instant, son expérience ne servait à rien. Il était impuissant, et cette impuissance allait coûter la vie à 4 personnes. Un lourd silence régnait dans la tour. Marc et Thomas ne disaient rien non plus. Dehors, la pluie s'intensifiait. Un éclair zébra le ciel, suivi du tonnerre. Stéphane reposa lentement le micro. Il murmura d'une voix basse. « C'est la fin. Il n'y a rien que nous puissions faire. » Marc hocha la tête. On demande à Claudia s'il y a des parachutes, ou on lui dit de maintenir l'altitude le plus longtemps possible et on prépare les secours sur le lieu du crash. Tout le monde comprenait ce que ces mots signifiaient. C'était une déclaration d'abandon de fait. Thomas se préparait déjà à contacter les secours d'urgence. Calculer le point de crash probable, déployer des ambulances et des camions de pompiers. Mais ils savaient tous que ce n'était pas une préparation pour sauver des vies, mais pour récupérer des corps. Stéphane regarda par la fenêtre. Entre les nuages noirs, des éclairs brillaient. Quelque part dans ce ciel, un avion avec 3 personnes à bord volait vers la mort. Et quelque part dans un hôpital, une fillette de 12 ans attendait que son dernier espoir s'éteigne. Des larmes montèrent aux yeux de Stéphane. Il était un contrôleur vétéran de 25 ans d'expérience, mais jamais il n'avait autant ressenti son impuissance. C'est à ce moment précis que Chloé se leva lentement de son siège. Son regard n'était plus celui d'une nouvelle recrue. C'était le regard d'une experte qui avait formé à des milliers de situations d'urgence, le regard d'une instructrice qui avait pris des décisions à la frontière de la vie et de la mort. Chloé se dirigea lentement mais fermement vers Stéphane. Chaque pas était empreint d'assurance. Tous les regards de la tour se tournèrent vers elle. Stéphane tourna la tête et la regarda. Son regard était un mélange de perplexité et d'agacement. Marc et Thomas fixèrent également Chloé. Leurs expressions étaient marquées par une incrédulité évidente. Chloé se tint devant Stéphane. Sa voix, sans la moindre trace de tremblement, était calme et empreinte d'une conviction inébranlable. « Stéphane, je peux aider. » Stéphane la fixa un instant, puis laissa échapper un petit rire.
Ce n'était pas un rire sincère, mais une réaction mêlée de consternation et de moquerie. « Dubois, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes une nouvelle. Ça ne fait que 3 mois. Ce n'est pas le moment de plaisanter. » Chloé le regarda droit dans les yeux et répondit « Je ne plaisante pas. Je connais les procédures d'urgence du Cessna 172 Skyhawk. L'atterrissage de nuit sous une pluie battante est ma spécialité. Je peux aider. » Marc intervint d'un ton narquois. « Le Cessna 172, vous, Dubois, vous êtes une nouvelle qui n'a même pas suivi une formation correcte. L'atterrissage de nuit sous la pluie est votre spécialité? Ça ne fait que 3 mois que vous avez votre qualification française. Quelle spécialité ?» Thomas secoua également la tête et dit « On n'a pas de temps à perdre. Stéphane, il faut trouver une autre solution. On ne peut pas confier ça à une nouvelle. » Chloé ne fut pas ébranlée par leurs paroles. Au contraire, elle fit un pas en avant et ouvrit son carnet sur le bureau de Stéphane. Sur le carnet, le schéma du cockpit du Cessna 172 Skyhawk était dessiné avec précision, et la position et la fonction de chaque instrument étaient écrites en détail en français. Ce qui était particulièrement frappant, c'était le contenu détaillé, enregistré par étapes sous les titres « Procédure de vol aux instruments de nuit » et « Séquence d'atterrissage par mauvais temps ». Il y avait même la procédure d'activation de la batterie de secours en cas de panne du système électrique. Stéphane baissa les yeux sur le carnet et resta sans voix un instant. Marc et Thomas, en voyant le carnet, affichèrent une expression de surprise. Ce n'était pas simplement le contenu d'une étude, c'était un manuel concret et pratique que seule une personne ayant une expérience pratique pouvait créer. À cet instant, le cri de Claudia retentit de nouveau à la radio. « Tour de contrôle, répondez, l'avion continue de tomber. L'altitude. L'altitude est à 1200 mètres. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-nous. » Stéphane se précipita pour saisir le micro, mais ses mains tremblaient et sa voix manquait d'assurance. « Claudia, restez calme. Nous cherchons une solution. Tenez bon encore un peu, juste un peu. Tenir bon, jusqu'à quand? L'avion tombe. » Le docteur a appelé la mère du patient pour lui dire qu'il était désolé, qu'il ne pouvait pas la sauver. Nous allons mourir, et elle aussi. C'est la fin. La voix de Claudia était pleine de terreur et de désespoir. En arrière-plan, on entendait les sanglots du médecin et la prière à voix basse du technicien médical. Ils s'étaient déjà résignés à la mort. Stéphane, le micro serré, ne pouvait rien dire. Il avait vécu 25 ans en tant que contrôleur vétéran, mais à cet instant, il devait admettre son impuissance. Marc reprit le téléphone, mais il n'avait plus personne à appeler. Son expression était désespérée. Thomas aussi arrêta de chercher sur son ordinateur. Il n'y avait plus de documentation à trouver, plus d'experts à contacter. Stéphane laissa échapper un profond soupir. Il fixa l'écran radar. L'altitude de l'avion baissait progressivement et sa trajectoire était instable, preuve que Claudia, en panique, ne tenait plus correctement le manche. Il ne restait plus que 15 minutes de carburant. Le golden time de la greffe était de 10 minutes. Dans 10 minutes, tout serait fini. Stéphane s'apprêta à reposer lentement le micro. Son visage était empreint d'un profond désespoir. Il murmura d'une voix basse « C'est la fin. Il n'y a vraiment rien que nous puissions faire. » Marc et Thomas se turent. Une atmosphère lourde pesait sur la tour. Personne ne pouvait parler. Ils savaient tous que dans quelques minutes, 4 vies s'éteindraient. Et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Mais Chloé n'abandonna pas. Elle s'approcha encore d'un pas de Stéphane. Sa voix était toujours calme, mais elle contenait une supplique intense. « Stéphane, donnez-moi une chance. Je connais cet avion. Le fonctionnement du système de batterie de secours, la procédure d'atterrissage aux instruments de nuit, la méthode de déploiement manuel des volets, je sais tout. Et je sais comment former une personne sans expérience de pilotage. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Stéphane la regarda. Le doute persistait dans son regard. Mais en même temps, il pouvait lire le regard de Chloé. Ce n'était pas le regard d'une menteuse. C'était le regard de quelqu'un qui croyait sincèrement en ses capacités. Une conviction que seule une personne ayant subi des milliers d'entraînements pouvait avoir. Marc s'opposa violemment. « Stéphane, ressaisis-toi, c'est une nouvelle.
Elle n'a même pas reçu une formation correcte en 3 mois. Si tu lui donnes le micro maintenant, ces gens vont vraiment mourir. Thomas hocha la tête en signe d'accord. C'est vrai. Si nous n'y arrivons pas, une nouvelle encore moins. Il vaut mieux dire à Claudia de maintenir l'altitude le plus possible et de déployer un maximum de secours sur le lieu de crash probable. Stéphane hésita, écoutant les paroles des 2 hommes. Il baissa de nouveau les yeux sur le carnet de Chloé. Ce carnet contenait certainement des connaissances professionnelles. Mais les connaissances écrites dans un carnet et la capacité à les appliquer dans une situation réelle étaient 2 choses complètement différentes. Si Chloé échouait, cela signifierait la mort de 4 personnes, et le dernier espoir d'une fillette de 12 ans s'évanouirait avec eux. La voix de Claudia se fit de nouveau entendre à la radio, mais cette fois, ce n'était ni des pleurs ni des cris. C'était une voix calme, proche de la résignation. Tour de contrôle. Nous n'attendrons plus. Le docteur fait ses adieux à la mère du patient. Nous aussi, nous laissons nos derniers mots à nos familles. Je t'aime, pardonne-moi. En même temps que ces mots, on entendit la voix tremblante du médecin en arrière-plan. Chérie, je t'aime. Dis aux enfants que leur père les aimait. Stéphane ferma les yeux. Son poing tremblait et son visage était marqué par une profonde douleur. En 25 ans, il avait fait atterrir en toute sécurité d'innombrables avions. Il avait cru en son expérience et son jugement et en était fier. Mais à cet instant, son expérience ne servait à rien. Il était impuissant, et cette impuissance allait coûter la vie à 4 personnes. Chloé posa une main sur l'épaule de Stéphane. Son geste était doux, mais il contenait une détermination ferme. « Stéphane, faites-moi confiance, je peux le faire. J'ai travaillé 10 ans chez Airbus à Toulouse en tant qu'experte en formation sur simulateur de vol. J'ai formé des centaines de pilotes et supervisé des milliers d'atterrissages d'urgence. L'atterrissage par mauvais temps de nuit était ma spécialité. S'il vous plaît, donnez-leur une dernière chance. » Stéphane ouvrit lentement les yeux. Il regarda Chloé. 10 ans en tant qu'experte en formation sur simulateur. Si ces mots étaient vrais, Chloé n'était pas une simple nouvelle. Elle était sans expérience pratique, une experte du plus haut niveau en théorie et en entraînement. Et à cet instant, Stéphane prit une décision. Ce n'était pas une décision logique, c'était une intuition, un dernier espoir, une confiance désespérée. Stéphane tendit lentement le micro à Chloé. Sa main tremblait. « Essayez, mademoiselle Dubois, vous êtes notre dernier espoir. » Marc et Thomas crièrent en même temps. « Stéphane !» Mais Stéphane leva la main pour les faire taire. Sa voix était basse mais ferme. « Silence ! Maintenant, il est temps de se concentrer sur mademoiselle Dubois. Nous avons déjà échoué. Donnons-lui sa chance. » Chloé prit le micro. Ses mains ne tremblaient pas. Elle prit une profonde inspiration. 10 ans d'entraînement, des milliers de simulations, toute cette expérience était pour ce moment précis. Chloé porta le micro à sa bouche. Son regard n'était plus celui d'une nouvelle recrue. C'était le regard d'une instructrice qui avait formé des centaines de pilotes, d'une experte qui avait pris des décisions à la frontière de la vie et de la mort. Chloé, le micro en main, dit d'un ton calme et clair. « Claudia, vous m'entendez ? Je suis Chloé Dubois, contrôleuse aérienne. J'ai été formatrice de vol pendant 10 ans. Suivez mes instructions. Je vais vous sauver, vous, vos collègues et l'enfant qui attend cet organe. » Il y avait quelque chose de spécial dans la voix de Chloé. C'était un calme profond, au-delà de la simple maîtrise de soi, que seule une personne ayant vécu des milliers d'entraînements pouvait avoir. De l'autre côté de la radio, la voix tremblante de Claudia se fit entendre. « Mademoiselle la contrôleuse, vous pouvez vraiment nous aider? Est-ce que j'y arriverai ?» Chloé sentit ce tremblement, mais elle contrôla sa propre voix pour qu'elle ne vacille pas. Elle savait ce que chaque mot signifiait pour les 3 personnes dans cet avion à cet instant. « Claudia, vous êtes infirmière. Vous avez été formée à garder votre calme en situation d'urgence. C'est le moment d'utiliser cette formation. Faites-moi confiance, je connais tous les systèmes de cet avion. Suivez précisément mes instructions. Vous pouvez le faire. » La conviction ferme de Chloé se transmit à Claudia. Claudia prit une profonde inspiration.
Sa voix se stabilisa légèrement. D. D'accord, dites-moi, je vais essayer. L'atmosphère dans la tour se remplit instantanément de tension. Marc et Thomas regardaient toujours Chloé avec anxiété, et Stéphane, les bras croisés, observait chacun de ses mouvements. Ils savaient tous que chaque instruction que Chloé allait donner déciderait de la vie ou de la mort. Chloé ouvrit son carnet et vérifia le schéma du cockpit du Cessna 172. Ses yeux bougeaient rapidement et ses doigts pointaient les différents instruments. Elle avait déjà simulé ce moment des dizaines de fois dans sa tête. Durant ces 3 mois, chaque nuit, elle s'était assise seule devant son simulateur de vol et s'était entraînée à ce genre de situation d'urgence. Claudia d'abord respirait profondément 3 fois, lentement et profondément. 1, 2, 3. De l'autre côté de la radio, on entendit Claudia reprendre son souffle. Chloé continua. Très bien, maintenant, regardez le tableau de bord. Au centre, il y a un grand instrument circulaire. C'est l'altimètre. Quelle altitude indique-t-il? 1000, 1100 mètres. Non, ça redescend à 1000. La voix de Claudia redevint aiguë. Chloé répondit calmement. Ce n'est pas grave, nous allons corriger ça. Maintenant, regardez à gauche de l'altimètre. Vous voyez un instrument en demi-cercle, moitié bleu, moitié marron. C'est l'horizon artificiel. Est-ce que la partie bleue est en haut? Oui, mais il est très penché. Je vois à peine le bleu. Le regard de Chloé devint perçant. Cela signifiait que l'avion était fortement incliné. Claudia, ce qui suit est très important. Tenez le manche avec les 2 mains et très lentement, très lentement, inclinez-le vers la gauche. Juste assez pour que la croix au centre de l'horizon artificiel soit parfaitement horizontale. Ne vous pressez pas, comme si vous preniez le pouls d'un patient, très doucement. Claudia, les mains tremblantes, prit le manche. On entendait sa respiration à la radio. Sur l'écran radar de la tour, on vit l'inclinaison de l'avion se corriger progressivement. Thomas laissa échapper un petit souffle. C'est ça, l'inclinaison revient à la normale. Marc aussi regardait l'écran, avec étonnement. Chloé continua de donner des instructions calmes. Excellent, Claudia, vous faites parfaitement les choses. Maintenant, ne lâchez pas le manche, mais tenez-le simplement légèrement. Si vous le serrez trop fort, l'avion réagira de manière excessive. Tenez-le doucement et fermement, comme si vous teniez la main d'un patient. D. Oui, d'accord. On sentait une légère assurance naître dans la voix de Claudia. Mais Chloé savait que ce n'était que le début. Le vrai problème était à venir. Claudia, ensuite, il faut ajuster la manette des gaz. Le levier noir à gauche du manche. C'est la manette qui règle la puissance du moteur. Dans quelle position se trouve TL actuellement? Un peu en arrière de la moitié. Très bien. Poussez ce levier très lentement vers l'avant. Juste de la largeur de 2 doigts. Ne poussez pas trop fort. Lorsque Claudia manipula la manette, le bruit du moteur de l'avion augmenta légèrement. Sur l'écran radar, l'altitude commença à se stabiliser. 980 mètres, 1000 mètres, 1020 mètres. Thomas laissa échapper un soupir de soulagement. L'altitude se rétablit. Il remonte à 1050 mètres. Stéphane regarda Chloé. La lueur de scepticisme dans son regard commençait à s'estomper. Chloé dit à Claudia, « Parfait, Claudia. Maintenez la manette dans cette position. Vous vous en sortez vraiment bien. L'avion se stabilise. » Pour la première fois, un tremblement d'espoir se mêla à la voix de Claudia. « Vraiment? Est-ce qu'on va vraiment être sauvé? Le patient aussi. On pourra le sauver? » Chloé répondit avec fermeté. « Oui, nous allons le sauver. Faites-moi confiance. Claudia, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui semblait impossible. Restez concentrés encore un peu. » À cet instant, l'atmosphère dans la tour changea. Marc et Thomas n'avaient plus d'expression sceptique. Ils écoutaient les instructions de Chloé et comprenaient qu'elle contrôlait vraiment la situation. Stéphane, par-dessus l'épaule de Chloé, regarda de nouveau son carnet. Ce carnet contenait des dizaines de procédures d'urgence pour divers avions, avec des annotations spécifiques pour chaque étape. En particulier, une section intitulée « Points à surveiller lors de la formation des pilotes inexpérimentés » détaillait des techniques de guidage psychologique et des méthodes d'instruction par étapes.
Stéphane demanda à voix basse. « Mademoiselle Dubois, mais qui êtes-vous? Comment savez-vous tout cela ?» Chloé le regarda un instant. Son regard était empreint d'une profonde détermination. « Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, il faut les sauver. » Stéphane hocha la tête. Il avait décidé de faire entièrement confiance à Chloé. Chloé se reconcentra sur le micro. « Claudia, nous allons devoir nous préparer à atterrir. Mais avant cela, il y a une autre chose à vérifier. Regardez la jauge de carburant. Elle devrait se trouver en bas à droite du tableau de bord. L'instrument où il est écrit fuel. Où est l'aiguille ?» Un silence s'installa. Puis, la voix anxieuse de Claudia se fit entendre. « Elle est proche de la zone rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Chloé vérifia le radar. Le carburant était presque épuisé. Il ne restait plus que 10 minutes au maximum. Et le golden time de la greffe était également de 10 minutes. Mais Chloé ne transmit pas son anxiété à Claudia. « Ce n'est pas grave, nous avons suffisamment de temps. Nous allons commencer la préparation à l'atterrissage. Claudia, vous avez été parfaite jusqu'à présent. Nous irons jusqu'au bout ensemble. » Chloé regarda Stéphane. « Stéphane, il faut trouver l'aéroport le plus proche où l'on peut atterrir. Charles de Gaulle est trop complexe, il nous faut une piste plus simple. » Stéphane déplia immédiatement une carte. Thomas et Marc se penchèrent également sur la carte. Ils ne doutaient plus de Chloé. Ils étaient prêts à l'aider. Chloé savait que le plus difficile était à venir. Mais elle n'abandonna pas. Elle avait 10 ans d'entraînement, des milliers de simulations, et surtout le devoir de sauver les 3 personnes dans le ciel et la fillette de 12 ans dans son lit d'hôpital. Stéphane déplia la carte et pointa plusieurs endroits du doigt. Mademoiselle Dubois, le plus proche est l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, à 12 km au sud-est. Mais ses services de nuit sont limités. La piste est en bon état, mais le système d'éclairage est ancien et il n'y a pas de tour de contrôle. Chloé vérifia l'écran radar. Elle calcula la distance entre la position actuelle de l'avion et Cormeilles. « Nous allons à Cormeilles. Contactez immédiatement le bureau de l'aéroport et demandez-leur d'allumer l'éclairage de la piste. Dites-leur que c'est une urgence. Faites également dépêcher des pompiers et des ambulances. » Marc prit immédiatement le téléphone. « Je m'en occupe. » Thomas demanda d'une voix anxieuse. « Mais mademoiselle Dubois, c'est un petit aérodrome, et atterrir de nuit sous ce déluge. » Chloé regarda Thomas et dit fermement « Nous n'avons pas le choix. Le carburant ne tiendra pas jusqu'à Charles de Gaulle. Cormeilles est notre seule chance. » Chloé reprit le micro. « Claudia, nous allons devoir changer de cap. Regardez le compas. L'instrument circulaire en haut, au centre du tableau de bord. Il y a des chiffres dessus. Qu'est-ce qu'il indique actuellement? 130. Très bien. Maintenant, inclinez le manche très lentement vers la droite. Faites-le tourner jusqu'à ce que le chiffre 160 secondes affiche sur le compas. Lentement, très doucement. Comme si vous régliez le débit d'une perfusion avec délicatesse. Claudia, les mains tremblantes, manipula le manche. Sur l'écran radar de la tour, on vit l'avion changer lentement de direction. Mais à cause de la pluie et du vent fort, la trajectoire vacillait. Vous y êtes presque, Claudia, encore un peu. Voilà, arrêtez là. Maintenant, ramenez le manche au neutre. L'avion se stabilisa sur sa nouvelle trajectoire. Marc raccrocha le téléphone et rapporta « J'ai contacté l'aérodrome de Cormeilles. Ils pourront allumer la piste dans 10 minutes. Les pompiers et les ambulances seront également en attente. » Chloé vérifia l'heure. 8 minutes de carburant, 8 minutes pour la greffe. Compte tenu de la distance jusqu'à Cormeilles, le temps était juste, mais c'était possible. C'est à ce moment-là que la voix paniquée de Claudia retentit à la radio. Tour de contrôle, les lumières du tableau de bord clignotent. Le visage de Chloé se tendit. « Quelle lumière? Dites-moi précisément. » Une lumière rouge, bactériée. Et les instruments s'éteignent un par un. Je ne vois plus les chiffres. Thomas, qui regardait le radar, cria d'un visage blême. « Panne du système électrique. Si la batterie principale lâche, tous les instruments s'éteindront. Plus de lumière, plus d'instruments, plus de radio. » Stéphane dit d'une voix tendue. « Mademoiselle Dubois, si la batterie est complètement morte, nous perdrons aussi le contact. » Alors, Chloé avait déjà tourné une page de son carnet.
Système d'alimentation d'urgence du Cessna 172. Elle le savait. Il y a 10 ans, un des pilotes qu'elle avait formé avait vécu exactement cette situation et elle se souvenait de tout ce qu'elle avait appris à l'époque. Claudia, restez calme. Il y a un système de secours. Suivez précisément mes instructions. En bas à gauche du siège du pilote, à hauteur de genou, il y a un petit panneau. Cherchez-le avec la main. Vous le trouvez? De l'autre côté de la radio, on entendit Claudia chercher dans le cockpit. Oui, il y a un petit panneau. Ouvrez ce panneau. Il suffit de le tirer. C'est ouvert. Il y a un interrupteur à l'intérieur. Vous voyez un interrupteur avec un couvercle rouge? Il devrait y avoir écrit « Alim 2 se corse » en français. Je l'ai trouvé, l'interrupteur avec le couvercle rouge. Chloé prit une profonde inspiration. C'était maintenant que ça se jouait. Claudia, levez cet interrupteur. Vous devriez entendre un petit buzzer. C'est le bruit de la batterie de secours qui s'active. Dites-moi quand vous l'entendez. Claudia, les mains tremblantes, leva l'interrupteur. Un silence s'installa. Tous les membres de la tour retinrent leur souffle. Puis, la voix de Claudia se fit entendre. Le bruit, j'entends le bruit, un bzzz, et les lumières du tableau de bord se sont rallumées, faiblement, mais je les vois. Un soupir de soulagement parcourut la tour. Marc serra le poing et cria doucement « Oui !» Chloé sourit. « Parfait, Claudia. Vous venez d'activer la batterie de secours. Nous pourrons atterrir même avec des instruments faibles. Vous vous en sortez vraiment bien. » Mais le répit fut de courte durée. Thomas, consultant la météo, dit rapidement « La pluie s'intensifie. Le vent souffle jusqu'à 20 mètres par seconde. Le ciel au-dessus de Cormeilles est dans des conditions météorologiques exécrables. » Stéphane afficha également une mine inquiète. « Mademoiselle Dubois, avec ce vent de travers, il est presque impossible pour un pilote inexpérimenté d'atterrir. » Chloé vérifia les données météorologiques. Vent de travers, pluie diluvienne, visibilité nulle. Toutes les conditions étaient les pires. Elle n'abandonna pas. Il le faut, nous n'avons pas d'autre choix. À cet instant, la voix angoissée de Claudia retentit de nouveau à la radio. Tour de contrôle, l'avion. L'avion tremble énormément. Le vent est trop fort et je ne vois rien dehors, juste des traînées de pluie. En regardant l'écran radar, l'avion était secoué par le vent fort. L'altitude oscillait également de manière instable. Chloé réagit immédiatement. « Claudia, le vent de travers est normal. N'essayez pas de stabiliser l'avion de force. Quand le vent pousse, résistez un peu. Quand il tire, poussez un peu. Surfez sur le rythme, comme sur une vague. Mais j'ai peur. Claudia, le docteur est à côté de vous, n'est-ce pas? Demandez-lui de poser une main sur votre épaule et respirez ensemble. Vous n'êtes pas seul. » De l'autre côté de la radio, on entendit la voix du médecin parler à Claudia. « Ça va aller, Claudia. Je suis là. On le fait ensemble. » La respiration de Claudia se calma peu à peu. « Oui, je peux le faire. Je peux le faire. » Chloé continua de la guider. « Très bien, Claudia. L'aéroport de Cormeilles approche. Vous devriez bientôt voir les lumières de la piste. Maintenez le cap jusque-là. » Marc, qui était au téléphone, dit « J'ai des nouvelles de Cormeilles. » Ils ont allumé les lumières de la piste. 3 camions de pompiers et 2 ambulances sont en attente. Chloé hocha la tête. En vérifiant le radar, il restait 5 km jusqu'à Cormeilles. 4 minutes de temps, 4 minutes de carburant, 4 minutes de golden time. Tout allait se terminer en même temps. Chloé dit dans le micro « Claudia, regardez devant vous. Voyez-vous des lumières au loin ?» Un silence s'installa. « Non, je ne vois rien à cause de la pluie. Rien du tout. » Thomas dit d'une voix tendue. Il est à 3 km, mais la visibilité n'est pas assurée. La pluie est trop forte. Stéphane regarda Chloé. Mademoiselle Dubois, atterrir avec une visibilité nulle. Chloé regarda Stéphane et dit fermement « Nous ferons un atterrissage aux instruments. Même sans visibilité, nous pouvons atterrir uniquement avec les instruments. J'ai entraîné à cela des centaines de fois. » Chloé reprit le micro. « Claudia, nous allons atterrir en ne regardant que les instruments. Ne regardez pas par la fenêtre, regardez uniquement le tableau de bord. Je vais vous guider pas à pas. Vous n'avez qu'à suivre ma voix. » La voix tremblante de Claudia se fit entendre. « Uniquement les instruments, sans voir la piste ? C'est ça.
Les instruments seront vos yeux. Faites-moi confiance, Claudia. Nous allons atterrir ensemble. » Tous les membres de la tour regardaient Chloé. Il ne restait plus que la dernière étape. Le dernier moment qui déciderait de la vie ou de la mort approchait. Chloé regarda l'écran radar, faisant les derniers calculs. Aéroport de Cormeilles à 2,5 km. Compte tenu de la vitesse et de l'altitude actuelle, il pouvait l'approcher en 3 minutes. Mais il restait 3 minutes et 30 secondes de carburant, et 3 minutes et 40 secondes de golden time. La marge n'était que de 40 secondes. Chloé reprit le micro. « Claudia, nous allons commencer la descente. Tirez doucement la manette des gaz en arrière. Il faut réduire la puissance du moteur, juste de la largeur de 3 doigts. Je tire. » Sur l'écran radar, la vitesse de l'avion commença à diminuer lentement. L'altitude baissait également progressivement. 1000 mètres-être, 900 mètres-être, 800 mètres-être. Chloé continua de guider. « Très bien. Maintenant, poussez le manche un tout petit peu en avant. Il faut baisser légèrement le nez. Juste un peu. » L'avion commença à prendre son angle de descente. Mais c'est à ce moment-là que le vent de travers frappa l'avion de côté. Sur le radar, on vit l'avion dévier de l'axe de la piste. Thomas dit rapidement « Il y a une dérive. Le vent de travers pousse l'avion vers l'est. À ce rythme, il manquera la piste. » Chloé réagit immédiatement. « Claudia, inclinez un peu le manche vers la gauche. Le vent pousse de la droite. Il faut s'incliner contre le vent. Combien ? Inclinez doucement. Jusqu'à ce que le compas indique 158. » Claudia manipula le manche et l'avion se corrigea lentement. Mais le vent de travers continuait de souffler et l'avion tremblait sans cesse. Stéphane dit d'une voix tendue « Mademoiselle Dubois, le vent de travers est trop fort. Si un tel vent souffle au moment de l'atterrissage. » Chloé le savait. Si le vent de travers n'était pas bien géré au moment de l'atterrissage, l'avion risquait de sortir de la piste et de se retourner. Mais ce n'était pas le moment de le dire à Claudia. « Claudia, quelle est l'altitude maintenant ? 600, 500, 50. Ça continue de descendre. Vous faites du bon travail. » Ensuite, il faut sortir le train d'atterrissage. Sur le côté droit du siège du pilote, il devrait y avoir un grand levier. Il est écrit « Train ». Vous le trouvez ? Je l'ai trouvé. Tirez ce levier vers le bas. Lorsque Claudia tira le levier, on entendit le bruit mécanique du train d'atterrissage qui se déployait sous l'avion. Mais à cet instant, un cri de Claudia retentit. « Non !» Un voyant s'est allumé. Une lumière rouge clignote. Il est écrit « À varier train ». Le visage de Chloé se crispa. Avertissement du train d'atterrissage. Cela signifiait que les roues n'étaient pas complètement verrouillées. Marc dit d'une voix paniquée. Panne du train d'atterrissage. Si les roues ne sont pas correctement déployées, elles se briseront à l'atterrissage et l'avion se retournera. Stéphane, le visage blême, dit « Mademoiselle Dubois, c'est trop dangereux. Si on atterrit avec un train défectueux. » Chloé tourna rapidement une page de son carnet. Cessna 172, procédure de verrouillage manuel du train d'atterrissage. Elle le savait aussi. Claudia, restez calme. On peut le verrouiller manuellement. Regardez le plancher devant le siège du copilote. Il devrait y avoir une poignée rouge en forme de T. Elle est cachée sous un petit couvercle. Vous la trouvez ? On entendit Claudia chercher sur le plancher du cockpit. Je ne la trouve pas. Il fait trop sombre. La batterie de secours donne peu de lumière. Chloé proposa immédiatement une autre solution. Demandez au docteur d'allumer la lumière de son téléphone portable pour éclairer le plancher devant le siège du copilote. De l'autre côté de la radio, on entendit le médecin bouger. La lumière est allumée. J'éclaire le plancher. Claudia dit d'une voix paniquée, je l'ai trouvée. La poignée rouge en T, tirez-la vers le haut. Il faudra beaucoup de force. Tirez aussi fort que vous le pouvez. Claudia tira la poignée de toutes ses forces. On entendit son gémissement à la radio. Hugues, c'est trop dur. La voix du médecin se fit entendre. Je vais t'aider. Tirons ensemble. On entendit les deux personnes tirer la poignée ensemble. Et enfin, un bruit sourd se fit entendre, celui du train d'atterrissage qui se verrouillait complètement. La lumière s'est éteinte. Le voyant d'avertissement est éteint. Un soupir de soulagement parcourut la tour. Thomas cria « Train d'atterrissage verrouillé, confirmé, c'est normal. »
Mais la joie fut de courte durée. Marc, regardant l'horloge, dit « On n'a plus le temps. Il reste 2 minutes et 10 secondes de carburant. » Chloé vérifia le radar. Piste à 1, 2 km, altitude 400 mètres. Chloé reprit le micro. « Claudia, voyez-vous les lumières de la piste ? » « Non, toujours que des traînées de pluie. Je ne vois rien. » Thomas dit « Piste à 800 mètres, mais la visibilité n'est pas assurée. Il faut faire un atterrissage aux instruments. » Chloé prit une profonde inspiration. Un atterrissage aux instruments, une technique difficile même pour un pilote, devait être réalisé par une infirmière sans aucune expérience de pilotage. Mais il n'y avait pas le choix. « Claudia, suivez précisément mes instructions. Regardez l'altimètre. Quelle est l'altitude ? 300, 280. Ça continue de descendre. Très bien. Maintenez cette altitude. Tirez un peu le manche pour maintenir 250 mètres. L'avion commença à maintenir une altitude de 250 mètres. Chloé continua de guider. Ensuite, regardez l'anémomètre. Votre vitesse actuelle est de 110 newtons. Tirez un peu plus la manette des gaz. Il faut réduire la vitesse à 90 newtons. Claudia manipula la manette et la vitesse commença à diminuer. Mais, avec la baisse de vitesse, l'effet du vent de travers devint plus important. L'avion trembla violemment. L'avion tremble trop, ce n'est pas grave. Continuez de corriger avec le manche. Inclinez-le contre le vent. Stéphane, qui regardait le radar, dit « Piste à 500 mètres, altitude 250 mètres. L'angle est bon. » Thomas dit d'une voix tendue « Mais la dérive est trop forte. S'il ne peut pas gérer le vent de travers au moment de l'atterrissage. » Chloé le savait. Au dernier moment de l'atterrissage, au moment où les roues toucheraient le sol, si le vent de travers poussait l'avion, il risquait de sortir de la piste et de se retourner. Mais elle avait une solution, la technique d'atterrissage par vent de travers, le crabe et décrabe, crab and kick. Approcher l'avion incliné face au vent et au dernier moment avant l'atterrissage, redresser l'appareil. Une technique de haute volée. Chloé prit sa décision. Claudia, ce qui suit est très important. Suivez précisément mes instructions. Maintenez le manche incliné vers la gauche, incliné contre le vent. Mais l'avion va descendre en étant penché. C'est ça. Pour l'instant, il le faut. Le vent de travers pousse de la droite, donc on s'incline à gauche pour compenser. Juste avant l'atterrissage, quand je vous donnerai le signal, vous le redresserez. Claudia répondit d'une voix tremblante. « D'accord, je vais essayer. » Stéphane regarda Chloé. « Mademoiselle Dubois, vous allez lui faire un atterrissage en crabe ? À quelqu'un sans expérience ? Il n'y a pas d'autre moyen. Avec ce vent de travers, c'est la seule solution. » Marc, regardant l'horloge, cria « 1 minute 30 secondes. Le Golden Time aussi, 1 minute 40 secondes. » Sur l'écran radar, l'avion s'approchait de la piste. Incliné, il fendait la pluie, luttant contre le vent fort. 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Chloé serra fermement le micro. Il ne restait plus que le dernier moment. Le moment de quelques secondes qui déciderait de la vie ou de la mort approchait. Chloé regardait l'écran radar. Piste à 100 mètres, altitude 100 mètres. L'avion, incliné, fonçait à travers le déluge. Thomas commença le compte à rebours. 80 mètres, 60 mètres. Chloé colla le micro à sa bouche. « Claudia, regardez l'altimètre. Dites-moi quand il indiquera 50 mètres. Maintenant, c'est à 50 mètres. Très bien. C'est très important. Quand je dirai maintenant, tournez rapidement le manche vers la droite pour redresser l'avion. Préparez-vous. » La respiration de Claudia s'accéléra. Prête, prête. Sur l'écran radar, l'avion s'approchait de l'axe de la piste. 30 mètres, 25 mètres, 20 mètres. Chloé attendait le moment précis. Ses 10 ans d'expérience le lui disaient. C'est maintenant, maintenant, le manche à droite, vite. Claudia tourna le manche. L'avion passa de sa position inclinée à une position droite en un instant. Mais le vent de travers continuait de le pousser. « Maintenez à droite, contre le vent !» L'avion s'aligna avec l'axe de la piste. Mais la descente était trop rapide. 15 mètres, 10 mètres.
Claudia, tirez le manche, levez le nez maintenant. Claudia tira le manche. Le nez de l'avion se leva. Mais à cet instant, le vent de travers poussa l'avion de côté. Sur le radar, on vit l'avion dévier de l'axe de la piste. Marc cria « Il est en dehors de l'axe !» Stéphane dit d'une voix tendue « Mademoiselle Dubois, à ce rythme, il sortira de la piste. » Chloé prit une décision instantanée. Tenter de corriger maintenant rendrait l'avion encore plus instable et dangereux. Il valait mieux atterrir un peu sur le côté. La piste était assez large. Claudia, maintenez comme ça. Bloquez le manche dans cette position. Mais l'avion est de travers. Ce n'est pas grave. Maintenez. Altitude 5 mètres, 3 mètres. Thomas cria. Impact dans 3, 2, 1. À cet instant, le train arrière de l'avion toucha la piste. Un premier choc retentit. L'avion rebondit. Les cris de Claudia s'élevèrent à la radio. Il a rebondi, on est de nouveau en l'air. Restez calme, maintenez le manche. L'avion redescendit. Cette fois, le train avant toucha également la piste en même temps. Un choc encore plus fort. Mais cette fois, les roues s'agrippèrent à la piste. L'avion commença à glisser le long de la piste. Mais le vent de travers continuait de le pousser. L'avion déviait de l'axe de la piste et glissait vers la droite. Claudia, les palonniers, les pédales à vos pieds, appuyez sur la pédale de gauche. Laquelle est la gauche? La voix du médecin se fit entendre. Celle-ci, Claudia, appuie dessus. Claudia appuya sur le palonnier gauche. La direction de l'avion commença à se corriger légèrement. Chloé donna une nouvelle instruction. Les freins, appuyez sur les deux pédales en même temps. Doucement, puis de plus en plus fort. Claudia appuya sur les freins. La vitesse de l'avion commença à diminuer. Mais la piste était mouillée par la pluie et ça glissait. L'avion continuait de glisser vers la droite en direction du bord de la piste. Thomas cria « 15 mètres du bord de la piste, 10 mètres. » S'il sortait de la piste, il risquait de se retourner sur l'herbe. « Claudia, freinez à fond, maintenant !» Claudia appuya de toutes ses forces sur les freins. Le bruit des pneus frottant contre la piste se fit entendre à la radio. La vitesse de l'avion chuta brusquement. 5 mètres du bord de la piste, 3 mètres. Et enfin, à 1 mètre du bord de la piste, l'avion s'immobilisa complètement. Un silence s'installa. Aucun son ne provenait de la radio. Puis, soudain, les pleurs de Claudia retentirent. « On est sauvés, on est sauvés, nous sommes sauvés. » En arrière-plan, la voix du médecin se fit entendre. « Mon Dieu, on est vivant !» Les sanglots du technicien médical se mêlèrent à leur voix. Dans la tour de contrôle, une explosion de joie éclata. Marc et Thomas se prirent dans les bras en criant « On l'a fait, on l'a fait !» Stéphane se couvrit le visage de ses deux mains et pleura. Il regarda Chloé et s'inclina profondément sans un mot. Chloé reprit le micro. Sa voix était toujours calme, mais elle contenait un profond soulagement. « Claudia, vous avez fait un travail remarquable. Maintenant, il faut couper complètement le moteur. Tirez la manette des gaz complètement en arrière et coupez le contact. Tournez la clé vers la gauche. » Claudia, tout en sanglotant, suivit les instructions de Chloé. Le bruit du moteur cessa complètement et le silence enveloppa l'avion. De l'extérieur, on entendait les sirènes des pompiers et des ambulances. Chloé donna une dernière instruction. « Maintenant, ne détachez pas vos ceintures et attendez l'arrivée des secours. Ils ouvriront la porte bientôt. Vous, vos collègues et l'organe êtes maintenant en sécurité. » De l'autre côté de la radio, la voix tremblante de Claudia se fit entendre. « Mademoiselle la contrôleuse, votre nom? Comment vous appelez-vous? » « Chloé Dubois. Mademoiselle Dubois, merci. Vraiment, vraiment merci. Sans vous, nous et cette petite. » Claudia ne put continuer et s'effondra en larmes. En arrière-plan, on entendit la voix du médecin. Il parlait à quelqu'un au téléphone. « Allô? Oui, l'hôpital? C'est le docteur Moreau, l'organe. L'organe est intact. Nous venons d'atterrir à l'aérodrome de Cormeilles. Dans le Golden Time, oui. Nous pouvons arriver à temps. Envoyez l'hélicoptère médical. Cette petite, on peut la sauver. » La voix du médecin était un mélange de larmes et de joie. Chloé reposa le micro. À cet instant, tous les regards de la tour se tournèrent vers elle.
Stéphane s'approcha lentement de Chloé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il se tint devant Chloé et s'inclina profondément. C'était le moment où un homme, vétéran de 25 ans, s'inclinait devant une nouvelle recrue. « Mademoiselle Dubois, pardonnez-moi. Je vous présente mes plus sincères excuses. » La voix de Stéphane tremblait. Ce n'étaient pas des excuses formelles. C'était le remords sincère de quelqu'un qui avait pris conscience de son arrogance et de ses préjugés. « Je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu vos compétences, votre dévouement, votre valeur. J'ai ignoré votre expérience de Toulouse et je vous ai traité comme une nouvelle. Sans vous, ces gens et cette petite. Je suis vraiment désolé. » Chloé regarda Stéphane. Son regard ne contenait ni ressentiment ni triomphe, mais une compréhension silencieuse. « Stéphane, relevez-vous !» La voix de Chloé était douce. Lorsque Stéphane releva lentement la tête, Chloé lui tendit la main. « Nous l'avons sauvé ensemble. Si vous ne m'aviez pas fait confiance, je n'aurais rien pu faire non plus. Vous avez fait le bon choix au moment le plus important. C'est suffisant. » Stéphane serra la main de Chloé. Des larmes coulèrent de ses yeux. Marc et Thomas s'approchèrent également de Chloé. Leur visage était un mélange de honte et de gratitude. Marc prit la parole en premier. « Mademoiselle Dubois, je suis vraiment désolé aussi. Je vous ai ignoré. Je n'ai même pas prononcé votre nom correctement. Vous êtes une vraie professionnelle. » Thomas s'inclina également et dit « Moi de même. Je ne vous ai donné que des corvées et je ne vous ai pas formé correctement. Je n'ai absolument pas vu vos capacités. » Chloé les regarda. Pendant 3 mois, elle avait supporté leur mépris et leurs préjugés. Mais à cet instant, elle choisit le pardon, pas la vengeance ou la supériorité. « Messieurs, relevez-vous. Nous sommes tous en train d'apprendre. J'ai aussi appris de vous le système de Paris. Seul, je n'aurais jamais pu y arriver. » Sviduna. En regardant par la fenêtre, on voyait les secours entourant l'avion sur la piste de l'aérodrome de Cormeilles. La porte s'ouvrit et Claudia et le personnel médical descendirent en toute sécurité. Claudia, trempée par la pluie, pleurait dans les bras d'un secouriste et le médecin transférait avec précaution la boîte de transport d'organes dans l'hélicoptère médical. C'était la vie qui continuait. Et quelque part dans un hôpital, une fillette de 12 ans allait recevoir un nouvel espoir. Chloé, en regardant cette scène, sourit doucement. La raison pour laquelle elle était devenue contrôleuse, la raison pour laquelle elle avait enduré tout ce mépris et ces préjugés, c'était précisément cela. Sauver des vies, c'était le chemin qu'elle avait choisi, la valeur qu'elle devait protéger. Une semaine plus tard, la tour de contrôle de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle était la même que d'habitude. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Lorsque Chloé arriva pour le service de nuit, Stéphane se leva le premier pour la saluer. « Mademoiselle Dubois, bonsoir. Prête pour ce soir ?» Ce n'était plus Dubois. Marc et Thomas hochèrent la tête en souriant. Leur regard était rempli d'un respect sincère. Chloé s'assit à sa place. Sur son bureau, une petite carte était posée. Chloé la prit. Elle était écrite avec l'écriture maladroite d'un jeune enfant. « Pour l'ange du ciel, merci de m'avoir sauvé la vie. Grâce à toi, je peux maintenant courir. Emma, 12 ans. » Au dos de la carte, il y avait une photo de la fillette souriant dans son lit d'hôpital. L'opération avait été un succès et Emma se remettait. Les yeux de Chloé s'embuèrent. Stéphane s'approcha et dit « Claudia a appelé hier. L'opération d'Emma a été un succès total. C'était possible parce qu'ils sont arrivés dans le Golden Time. Et elle a insisté pour que je vous le dise. Mademoiselle Dubois est la sauveuse de sa vie. » Chloé serra précieusement la carte contre sa poitrine. « Emma est sauvée. Oui, grâce à vous, grâce à Mademoiselle Dubois. » Marc apporta 2 tasses de café. Il en tendit une à Chloé. « Mademoiselle Dubois, un café. La nuit va être longue. » Chloé prit le café et sourit. Auparavant, Marc aurait demandé à Chloé de lui faire un café. Mais maintenant, il l'apportait lui-même. Thomas, devant son ordinateur, dit « Mademoiselle Dubois, la DGAC a appelé hier. Il souhaite vous nommer membre de la commission d'experts sur la gestion des situations d'urgence. En particulier dans le domaine de l'atterrissage par mauvais temps de nuit. » Stéphane ajouta « Et l'ENAC a également appelé. »
Ils veulent créer un programme de formation sur simulateur d'atterrissage d'urgence et vous demandent d'en être l'instructrice en chef. Bien sûr, ils disent que l'emploi du temps sera aménagé pour que vous puissiez continuer le contrôle. Chloé les regarda, surprise. Moi, Stéphane hocha la tête avec un air sérieux. Bien sûr, qui est plus qualifié que mademoiselle Dubois? Nous aussi, nous voulons apprendre. De vous, Marc dit en plaisantant. En fait, depuis cette nuit-là, je révise le manuel de vol de nuit, pour la première fois en 20 ans. En voyant le carnet de mademoiselle Dubois, j'ai réalisé à quel point j'étais ignorant. Thomas rit et ajouta, « Moi aussi. Je suis en train de dévorer le manuel du Cessna ces jours-ci. Je faisais semblant de tout savoir parce que j'étais un vétéran, mais j'ai eu honte. » Chloé les regarda et sourit doucement. « Messieurs, nous continuons tous à apprendre. Que l'on ait beaucoup d'expérience ou peu, l'important est la volonté d'apprendre. J'apprends aussi de vous. La rigueur du système aéronautique français, l'exigence en matière de sécurité, ce genre de choses. » Stéphane posa une main sur l'épaule de Chloé. « Mademoiselle Dubois, puis-je vous poser une question? Pourquoi avez-vous caché votre expérience pendant 3 mois? Si vous l'aviez dit dès le début, nous ne vous aurions pas traité comme ça. » Chloé réfléchit un instant. Son regard se perdit au loin. « Je ne voulais pas être reconnue pour mon expérience passée. Mes 10 ans à Toulouse sont précieux, mais c'est là, bas, à Paris, je suis une nouvelle. Je voulais apprendre correctement depuis le début et être reconnue pour mes compétences actuelles. » Stéphane écouta les paroles de Chloé et hocha profondément la tête. « C'est nous qui ne vous avons pas donné cette chance. Nous vous avons jugé avec des préjugés. » Chloé regarda Stéphane et dit « Mais finalement, vous m'avez donné ma chance, n'est-ce pas? Au moment le plus important, c'est suffisant. » Ce soir-là, après son service, Chloé rentra chez elle et appela ses parents en visioconférence. Les visages de son père et de sa mère apparurent à l'écran. « Chloé, comment vas-tu » Chloé leur raconta les événements de la semaine. L'avion sous le déluge, l'infirmière sans expérience de pilotage, la vie d'une fillette de 12 ans et l'atterrissage miraculeux qu'elle avait finalement réussi. Sa mère pleura et son père hocha la tête avec une expression fière. « Notre fille est vraiment une fierté, mais Chloé, ça n'a pas été trop dur, être ignorée pendant 3 mois. » Chloé sourit. « C'était dur, mais j'ai tenu bon, parce que je savais qu'un jour, j'aurais l'occasion de montrer mes compétences. » Son père dit « Chloé, je t'ai toujours dit, n'est-ce pas? Où que tu ailles, quoi que tu fasses, fais de ton mieux. Les résultats suivront. » « Oui, papa. Je n'ai pas oublié ces mots. J'ai fait de mon mieux. C'est pour ça que les résultats ont suivi. » Sa mère demanda « Et maintenant, les gens de Paris t'acceptent ?» Chloé hocha la tête. « Oui, maman. Maintenant, ils m'appellent mademoiselle Dubois. Ils me traitent comme une collègue. Mais le plus important, c'est que j'ai fait mes preuves. Pas avec mon expérience de Toulouse, mais avec mes compétences, ici et maintenant. » Après l'appel, Chloé regarda par la fenêtre. Le paysage nocturne de Paris scintillait. Au loin, on voyait aussi les lumières de l'aéroport. Chloé savait que demain et le jour d'après, elle serait là, à veiller sur le ciel. Mais plus seule. Stéphane, Marc, Thomas, ils étaient maintenant de vrais collègues. Quelques jours plus tard, un petit changement eut lieu dans la tour de contrôle. À côté du bureau de Stéphane, un nouveau tableau d'affichage fut installé. Sous le titre « Manuel de gestion des situations d'urgence », les procédures d'urgence pour divers avions, rédigées par Chloé, étaient résumées. Stéphane dit à Chloé « Mademoiselle Dubois, à partir de maintenant, ce sera un devoir pour tous les contrôleurs. Nous devons tous partager vos connaissances. Pour que la prochaine fois qu'une situation d'urgence se présentera, nous soyons tous capables d'y faire face. » Chloé regarda le tableau d'affichage et sourit. « C'est une bonne idée, mais je ne l'ai pas rédigé seul. Nous allons le construire ensemble. » Marc, un stylo à la main, dit « Alors, je vais commencer par ajouter quelque chose. La technique d'assistance à l'atterrissage par vent de travers, celle que mademoiselle Dubois m'a apprise. » Thomas rit et ajouta « Et moi, j'ajouterai la méthode de guidage des pilotes inexpérimentés pour l'atterrissage aux instruments de nuit. » Les rires éclatèrent dans la tour. Ce n'était plus une atmosphère froide,
C'était maintenant une équipe qui apprenait les uns des autres, se respectait mutuellement et grandissait ensemble. Un soir, Chloé se tenait près de la fenêtre de la tour et regardait le ciel nocturne. Les lumières des avions brillaient comme des étoiles. Stéphane vint à côté d'elle. « Mademoiselle Dubois, à quoi pensez-vous » Chloé, les yeux rivés sur le ciel, répondit « Dans ce ciel, il y a d'innombrables vies. Des gens qui volent vers leurs destinations respectives. Certains vont voir leur famille, d'autres leur amour, d'autres encore vont sauver des vies. Nous sommes ceux qui les guident en toute sécurité. » Stéphane hocha la tête. « C'est vrai, c'est notre travail. Oui, et pour bien faire ce travail, nous devons continuer à apprendre. Qu'on ait beaucoup d'expérience ou peu, que notre nationalité soit l'une ou l'autre, que notre sexe soit l'un ou l'autre, ce qui compte, ce sont les compétences et le dévouement. » Stéphane regarda Chloé et dit « Mademoiselle Dubois, ce que vous nous avez appris, ce n'est pas seulement la technique aéronautique. Vous nous avez appris ce qu'est un vrai professionnel, ce qu'est un vrai travail d'équipe. » Chloé sourit. « J'ai appris aussi que parfois la confiance peut accomplir des miracles. Si vous ne m'aviez pas fait confiance, rien ne se serait passé. » Les deux se tinrent côte à côte, regardant le ciel nocturne. Sous la lumière de la tour de contrôle, ils n'étaient plus un supérieur et une subordonnée. Ils étaient des collègues, des partenaires qui veillaient ensemble sur le ciel. L'histoire de Chloé Dubois n'est pas simplement une histoire de succès. C'est une histoire sur le courage de surmonter les préjugés, sur la confiance que la vérité finit toujours par triompher. Et surtout, c'est une histoire sur la façon dont le dévouement d'une seule personne peut sauver 4 vies et changer toute une organisation. Aujourd'hui encore, dans la tour de contrôle de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, la voix de Chloé résonne. Calme, précise et fiable, cette voix guide d'innombrables avions en toute sécurité. Et tous ceux qui entendent cette voix savent qu'au-dessus d'eux, dans le ciel, il y a une experte de cœur qui veille sur eux. C'était une histoire sur la croyance en le potentiel infini de l'être humain. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a plu, dites-moi en commentaire où vous l'écoutez. J'aimerais entendre chacune de vos histoires. Merci beaucoup.